Un professeur émérite au CNRS touche 5 500 bruts. Ici, tu commences à 7 000, 7 500 net international. D'accord. Je vais directement l'envoyer dans une école singapourienne. D'accord, donc ça c'est un choix une école nationale. D'accord. C'est un choix de famille. Okay. Parce que je sais très bien que l'école de Singapour est le top du top en fait. Et je suis très content que ma fille ait cette opportunité, hein, comparé à l'Europe, comparé à la France, n'en parlons même pas. Totalement. Je pense que c'est le meilleur endroit au monde pour être en famille. Okay. Soyons clairs. D'accord. Parce que Singapour, c'est un endroit où ton enfant à 5-6 ans peut aller à l'école tout seul. Tu sais qu'il est en sécurité. Ouais. Tu sais que quoi qu'il se passe, les autres Singapouriens vont prendre soin de lui s'il y a un problème. Tu sais qu'il ne sera jamais volé, jamais attaqué, jamais agressé. Donc pour moi, c'est l'endroit parfait pour éduquer ma fille. Voilà. IT, c'est énorme. Pour tous les ingénieurs en IT, je vous conseille fortement de venir ici. D'accord. Parce que là, il y a du travail. Il y a Amazon, il y a Microsoft, il y a Google, et puis il y a les boîtes locales, toutes les banques. aussi, toutes les banques. Ouais. Là, il y a du travail, c'est bien payé en plus. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Xavier qui est docteur en physique et qui va nous parler de son expatriation dans pas mal de pays dont Singapour. Vous avez envie de vivre à Singapour, Hong Kong ou ailleurs? Sur objectifexpat.fr, je vous guide à chaque étape, de la planification à l'installation. Accédez à des guides pratiques, des checklists et d'autres outils pour réussir. Rendez-vous sur objectifexpat.fr et réservez votre session dès aujourd'hui. Donc bonjour Xavier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation salut. Pour cette petite interview. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement donc ton âge et puis ton parcours et depuis combien de temps tu vis à Singapour? Ouais, moi j'ai 40 ans, je vis à Singapour depuis 3 ans. Avant Singapour, je vivais aux États-Unis et puis j'ai aussi travaillé en Pologne pendant 4 ans et demi, travaillé au Danemark, travaillé à Cambridge. Voilà, donc moi j'ai fait un master de chimie à la base. D'accord. Et puis ultimately j'ai fait un doctorat de physique. Et puis j'ai eu la chance d'être embauché à Singapour à NTU. Voilà. Ok. Ouais. Et donc tes études, tu les as fait, ta scolarité, tu as fait toute ta scolarité en France ou à l'étranger? J'ai fait jusqu'au M1 en France. D'accord. Après j'ai été aux États-Unis 1 an. Ok. Et puis M2 je suis revenu en France. Ensuite, j'ai été prof pendant 2 ans au collège et au lycée, en attendant de trouver le bon doctorat. Et puis après, j'ai fait mon doctorat. Donc, un doctorat un peu spécial parce que je suis un Marie Curie Skłodowska, ce qui est l'un des plus prestigieux programmes de doctorat que tu puisses trouver en Europe. Et donc, voilà, ça m'a pris 4 ans et demi, 5 ans quand même. C'est pas les doctorats de 3 ans en France. Donc, voilà. Et puis après, assez rapidement, j'ai trouvé mon job ici. Voilà. D'accord. Donc après ton doctorat, tu es venu tout de suite à Singapour ou tu as eu Non, j'ai eu un petit laps. Ouais, j'ai eu un petit laps et après tu as décidé de venir à Singapour. Ouais. Donc qu'est-ce qui t'a décidé de bouger à Singapour? Parce que je vivais déjà à Singapour il y a 10 ans en fait. D'accord. Voilà. Donc j'ai vécu près d'1 an à Singapour il y a 11 ans précisément. D'accord. Tu te souviens de AG50? Pour les 50 années, la 50e anniversaire de Singapour, je vivais à Singapour à ce moment-là, donc j'ai eu la chance de voir ça, c'était magnifique d'ailleurs. Ok, ils avaient fait une fête, des célébrations. Ah, c'était magnifique tous les jours. C'était magnifique. D'accord. D'ailleurs, cette année, c'est le SG60, donc c'est les 60 ans de Singapour, donc il y a pas mal, je crois, d'événements qui sont prévus. Donc j'ai bien hâte de voir ça le jour de la fête nationale. Il y a des feux d'artifice, des spectacles militaires, etc. C'est assez sympa. Donc c'est vraiment une opportunité professionnelle aussi qui t'a poussé à venir ici ou une opportunité professionnelle et aussi une envie en fait. Parce que moi j'ai toujours eu envie de vivre en Asie du Sud-Est. Ok. Voilà. Donc moi l'Europe ne me convient pas trop. Je sais que l'Asie me convient très bien et donc c'était même pas une offre de job. D'accord. J'ai postulé de manière totalement spontanée en fait. Ok. J'ai juste envoyé un email au directeur du laboratoire en disant hey, est-ce que tu voudrais que je travaille pour toi? Et puis en fait dans les 2 semaines j'étais embauché. Wow, voilà. Ok. Une belle histoire. Ok, une belle histoire. Et donc tu me disais que tu as toujours envie
vous avez toujours envie de vivre en Asie du Sud-Est, donc pourquoi pas la Thaïlande, le Vietnam? Parce que dans mon domaine, alors, pour les ingénieurs et les docteurs, pour les chercheurs, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Myanmar ou la Malaisie, c'est pas possible. Il y a moins d'offres. Non, il y a quasiment pas d'offres. Pas d'offres, d'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, si vous voulez un conseil, il faut plutôt viser la Chine, Hong Kong, Taïwan, le Japon, la Corée ou Singapour. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Ok, très bien. Je te remercie pour cette présentation. Et on va parler un peu de Singapour. Donc, quel est ton avis sur le coût de la vie ici à Singapour, qui est quand même réputé pour être cher? Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves chères ou d'autres abordables? Tu peux nous expliquer un peu à nos... La nourriture est très abordable. D'accord. Ça, c'est clair. Les transports sont très abordables. Le taxi, très abordable. Ouais. Le seul point de friction, je dirais, financièrement, c'est... comment est-ce qu'on dit en français, le logement. Le logement. Voilà, le logement. Ouais. À part le logement, Singapour est pas si cher que ça. Voilà. D'accord. Et maintenant, en tant que résident donc Singapour, est-ce que c'est facile de s'adapter à la vie quotidienne ici par rapport à la France ou à d'autres pays, puisque tu as vécu dans pas mal de pays, aux États-Unis, Pologne, etc. Est-ce qu'il est facile pour un expatrié, un étranger, de s'adapter ici en termes de transport, d'administration, de santé? Très facile. Tout est très fluide ici. Tout est très très fluide. C'est-à-dire que même l'assurance santé, par exemple, si je vais à l'hôpital, je me fais rembourser dans les 2 jours. Hein. Ça va très vite. Pour ce qui est du côté administratif, tout se fait en ligne, comme tu le sais, avec SingPass. Tout est très fluide. Donc c'est en fait notre carte SingPass, notre carte est en ligne, il y a un QR code pour se connecter, tout est vraiment digitalisé. Ouais. C'est ça. Donc c'est très facile. D'accord. Ouais. Même la santé, tu as eu des expériences peut-être ici qui ont... Aucune mauvaise expérience. Aucune mauvaise expérience, d'accord. Ok, très bien. Et la vie culturelle ici à Singapour, donc Singapour c'est un mélange de Malais, de Chinois et d'Indiens. Un mélange de traditions aussi. Donc, est-ce que comment tu décrirais cette culture, ou est-ce que tu as des anecdotes ou des choses que tu aimes faire? C'est un sacré melting pot. Ouais. J'adore ce melting pot. Comment dire? Quand je vais à Little India, par exemple, je me sens plus trop à Singapour, je me sens voyager. Quand je vais à Chinatown, je me sens à Chinatown. Quand je vais dans l'Ouest, admettons, je sais pas, Bukit Batok, Lakeside, ou Jurong West, je me sens dans un autre monde. Et tout le monde se mélange à la perfection à Singapour, et ça, c'est assez unique. Parce que tu as littéralement 3-4 religions qui se mélangent, et tu as 4 cultures qui se mélangent, en plus des étrangers européens. Et tout se mélange parfaitement, pas comme en Europe. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est un truc que j'adore à propos de Singapour. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de friction. Il y en a eu des frictions, tu te souviens, à Little India, il y a eu des frictions, c'est pour ça qu'ils ont changé les lois. Que maintenant, le week-end, par exemple, tu ne peux plus acheter d'alcool à Little India. Tu ne peux plus consommer le week-end parce qu'il y a eu, à cause d'un Indien qui s'est fait tuer par la police, bref. Mais à part ça, c'est fluide. D'accord. Donc j'aimerais bien qu'on parle du niveau professionnel et de ton travail, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que tu peux nous parler de ta vie professionnelle ici et la différence avec d'autres pays ou la France par exemple? Voilà, est-ce que tu peux nous Alors la différence, la façon de travailler? La première différence, je dirais, c'est on va dire le salaire. Hein. On va parler salaire direct. Disons qu'un chercheur au CNRS avec un doctorat commence environ à 2200 € brut. D'accord? En doctorant? Non, un doctorat. Il est déjà docteur. D'accord. Un doctorant, c'est plutôt 1005 brut. Pour donner une idée, parce que j'ai une idée des prix, enfin des salaires, on va dire qu'un professeur émérite au CNRS touche 5500 brut. Ici, tu commences à 7000, 7500 net. Euros. Non,
Équivalent SJD. Singapour dollar. Ok, je mettrai en dessous le. Donc c'est 5500 €, en gros, un truc comme ça, ouais. Et ça peut monter très vite. Par exemple, Google, pour donner un exemple, j'ai un ami qui travaille à Google, il est à 25 000 par mois. Singapour dollar, toujours. Okay. Singapour dollar, toujours. Voilà. Un ami mathématicien qui travaille dans la finance, lui, il est à 1 million par an. Et j'y dis, donc 700 000 €. D'accord. Voilà, par an. Donc, je veux dire, il n'y a même pas compétition en fait. Malgré le coût de la vie qui est plus cher ici, qui est plus élevé ici, malgré tout, il y a compensé par mais c'est largement compensé par les gros salaires et les faibles taxes. Et les faibles taxes. Voilà. Exactement. Ouais. Ok. Et donc tu nous parles de cas qui sont très intéressants dans ton domaine, dans le domaine de l'ingénierie ou de la recherche. De la recherche, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les ingénieurs ou les chercheurs ici qui peuvent nous regarder, qui seraient intéressés? Alors, je dirais il faut être très spécialisé. D'accord. Et surtout, il faut trouver une spécialité qui se fait ici. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des spécialités ici, tu peux être le meilleur au monde, tu ne trouveras jamais un job. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu connais ces Oui, alors par exemple, moi je suis un scientifique des verres à la base. Donc, je fais des fibres optiques, mais à la base, je suis un scientifique des verges. D'accord? Glass Science. Il n'y a aucun labo ici de verre. D'accord. Donc, par exemple, un verrier qui arrive ici, qui veut faire de la recherche dans les verres, il ne trouvera jamais de travail. Il faut avoir un... Donc, moi, c'est les fibres optiques. Les fibres optiques utilisent des verres. Donc, heureusement, j'ai ce second skill, mais sinon, impossible de trouver un boulot. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. D'accord. Donc là, ce qui en demande ici, d'après toi, donc finance, c'est la finance, demande absolument super facile. Un peu moins qu'à Hong Kong, je pense, mais ça quand même ça. Oui. C'est un gros marché. IT énorme. IT, c'est énorme. Pour tous les ingénieurs en IT, je vous conseille fortement de venir ici. D'accord. Parce que là, il y a du travail là. D'accord. Il y a Amazon, il y a Microsoft, il y a Google, et puis il y a les boîtes locales toutes les banques. Ouais. Là, il y a du travail, c'est bien payé en plus. D'accord. Ouais. Donc, tu viens de donner un petit conseil. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour les expatriés francophones qui souhaiteraient venir à Singapour? Est-ce que il ne faut pas arriver comme un touriste. Il faut arriver prêt. Il faut arriver avec des compétences sérieuses. D'accord. Parce que ici, la compétition est rude, en fait. Okay. Parce qu'il y a les Chinois qui arrivent, il y a tout l'Occident qui arrive, il y a les Indiens qui sont hautement prêts, ils sont très très bons. Et donc la compétition est terrible. Il faut arriver, il faut être très très prêt, sinon aucune chance. Après, l'argent c'est pas vraiment une question, juste pour le premier mois, mais sinon après, une fois que le premier mois est passé, ça passe. D'accord. Voilà, mais je dirais, faut être prêt professionnellement. Professionnellement, quoi. Voilà. Ah ouais. Ok, super. D'ailleurs, il y a une liste de jobs, de skills en demande que je mettrai en description, qui est officielle. Donc, si vous avez des qualifications, etc., ou des expériences dans ces domaines, ça vous donnera plus de chances de trouver un travail, d'être sponsorisé pour un visa ici à Singapour. Donc, je te remercie pour ce point de vue. On peut parler de la vie de famille. Est-ce que tu as des enfants ici? Oui, donc du coup, j'ai une petite fille. Elle a 6 mois et demi, bientôt 7 mois. D'accord. Donc, elle n'est pas encore à l'école. Ouais, elle n'est pas encore scolarisée. Voilà, elle n'est pas encore scolarisée. Donc, je me prépare très, très dur à l'envoyer à l'école. Ouais. Et pour l'instant, donc, du coup, ma femme a arrêté son travail. Pas travail, mais de la maison. D'accord. Et plus tard, on se prendra une helper. Parce qu'avec un enfant, forcément, c'est... Voilà. Donc, on va l'envoyer en preschool à 2 ans, je suppose. Voilà. Et moi, je suis très excité à propos du fait que ma fille va faire sa scolarité en France. Parce que la qualité de la scolarité à Singapour est sûrement la meilleure au monde. Il n'y a même pas de compétition, en fait. Et c'est pour ça, comme je t'ai dit précédemment, que je ne vais pas l'envoyer dans une école internationale. D'accord. Je vais directement l'envoyer dans une école singapourienne. D'accord, donc ça c'est un choix une école nationale. D'accord. Oui, c'est un choix de famille. Okay. Parce que je sais très bien que
l'école de Singapour est le top du top en fait. Et je suis très content que ma fille ait cette opportunité, hein, comparé à l'Europe, comparé à la France, n'en parlons même pas. Je suis vraiment très content à propos de ça. D'accord. Et en termes de coûts, tu connais un peu les coûts des écoles locales? Alors, les écoles internationales, c'est 25 000 à peu près, 30 000. Ça dépend de l'année. Ouais. Pour une école locale, on est dans les 5-8 000. D'accord, donc c'est plus intéressant. Donc aussi, voilà. Et surtout, c'est très local. Donc, où que tu vives, il y a des écoles partout à Singapour. D'accord. Donc, il suffit de faire 1 km, 2 km et tu trouves une école en fait pour ton enfant. Donc, le problème, c'est d'avoir une place. Parce que les Singapouriens sont prioritaires. En deuxième, c'est les PR, donc les Permanent Residents, qui sont prioritaires. Et après, les foreigners, c'est les IP, les SP, enfin voilà. Ok. Voilà. D'accord, donc là c'est vraiment une grosse préférence nationale ici à Singapour. Ouais. Donc très bien. Et est-ce que tu penses que Singapour c'est vraiment un endroit agréable pour élever des enfants ou être en famille? Totalement. Je pense que c'est le meilleur endroit au monde pour être en famille. Soyons clairs. D'accord. Parce que Singapour, c'est un endroit où ton enfant à 5-6 ans peut aller à l'école tout seul. Tu sais qu'il est en sécurité. Tu sais que quoi qu'il se passe, les autres Singapouriens vont prendre soin de lui s'il y a un problème. Tu sais qu'il ne sera jamais volé, jamais attaqué, jamais agressé. Donc pour moi, c'est l'endroit parfait pour éduquer ma fille. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on voit pas mal dans le bus, dans les transports le matin, des enfants vraiment en très bas âge. Tu vois, 7-8 ans, prendre les transports en commun tout seul, voilà, c'est assez courant ici. Donc ça démontre quand même une sécurité exemplaire. Donc en parlant de ça justement, donc je pense que la sécurité ça va être un des points, mais quels sont selon toi les meilleurs aspects de la vie ici à Singapour? Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves un peu frustrantes peut-être ici, sur avantages, inconvénients? Alors côté frustrant, je dirais qu'au début quand je suis arrivé, j'avais des frustrations vis-à-vis des gens. D'accord. C'est-à-dire que tu connais Stomp et Complain Singapore? Non. Ces gens, il y a certains Singapouriens qui aiment se plaindre. D'accord. Ils se plaignent de tout, ils sont capables de prendre des photos de toi dans le métro et de les poster sur Internet je vois. En permanence. Mais une fois que tu as passé ça, il n'y a aucun point de frustration, tout est fluide. D'accord. Et rappelle-moi la première partie de la question. Les avantages. Donc tu donc les avantages. Exemple, la sécurité. Il y a la sécurité évidemment, mais un des avantages auquel on ne pense pas forcément, c'est le fait que Singapour, c'est un hub. Tu peux voyager très facilement en Malaisie, au Vietnam, en Corée, en Chine, au Japon, en Australie, en Inde, pour une miette. Juste pour le week-end, moi, ça m'arrive de partir parfois en Malaisie, partir en Thaïlande, juste pour le week-end comme ça. Parce que ça prend 2h30 d'aller en Thaïlande. Ça prend 1 heure d'aller à Kuala Lumpur. 1h10 précisément. J'y étais la semaine dernière. Ça prend qu'1h10. Là, la semaine, dans 3 jours, dans 2 jours, je vais à Bali. Ça me prend 2h30. Tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment, le côté frustrant de Singapour, c'est que ça reste une vie d'État. Donc forcément, on est un peu confiné, on se sent un peu confiné comme sur une île finalement. Mais la facilité de voyager autour est telle qu'au final, cette frustration s'envole. Donc honnêtement, Singapour, pour ça, c'est génialissime. Voilà. Ok, super, merci. Est-ce que tu as des endroits que tu aimes en particulier ici à Singapour, ou des expériences que tu recommanderais à quelqu'un qui visiterait ou viendrait s'installer ici? La liste est longue. Ouais. Et la liste est très longue. Dans 2-3 endroits de tes endroits favoris. Je dirais pour un touriste, il faut qu'il aille à Boat Quay, il faut qu'il aille à Marina Bay Sands, of course. Après, il faut qu'il aille sur Sentosa, bien sûr. Et puis après, je l'encouragerais fortement à découvrir l'Est, la côte Est, qui est magnifique, avec les petites maisons encore typiques. Chinatown, Little India. Après, tout l'Ouest, les gens connaissent peu, mais c'est magnifique. Par exemple, je travaille à NTU et
tu sais que je vois très peu de blancs touristes qui y vont. Par contre, on a une mode à NTU, c'est beaucoup de Chinois qui viennent visiter NTU. Okay. Parce que c'est magnifique en fait. Parce qu'on est en pleine jungle, tu as des parcs magnifiques, tu as un Chinese Garden, c'est magnifique. C'est au sein de NTU, si tu peux nous expliquer ce que c'est NTU, c'est Nanyang Technological University. Une université, ouais, d'accord. Donc c'est l'université numéro 11 au monde. Si vous ne le savez pas, c'est l'une des meilleures universités au monde. NUS qui est 8e au monde d'ailleurs, soit dit en passant. Mais NTU, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà. D'accord. Et après, il y a Botanic Garden, bien sûr. Voilà. Et voilà, je pense que là, déjà, il y a un mois de vacances. Ok, merci. Donc, on va finir sur tes perspectives personnelles. Est-ce que tu te vois rester à Singapour sur le long terme? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant, je vais rester ici, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est réponse en une phrase. D'accord, ok. Et enfin, pour conclure, est-ce que tu aurais un message ou un conseil pour les personnes francophones qui souhaiteraient s'expatrier à Singapour? Premier point, parler anglais couramment. Deuxième point, venez avec des diplômes. Et troisième point, venez avec des grosses expériences parce qu'ici, les gens sont professionnellement très pointus. Donc, il faut venir prêt. D'accord. Il ne faut pas venir comme un touriste. Ok. Voilà. Très bien. Écoute, Xavier, je te remercie beaucoup pour ton temps, ton partage d'expérience. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut.